Amis des galvanomètres, bonjour. Les galvanomètres, justement, j'en ai déjà parlé un petit peu là sur une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps, mais je voudrais revenir un peu plus en détail dessus pour donner quelques infos et aussi quelques méthodes simples pour pouvoir les récupérer. À la base, un galvanomètre, c'est un galvanomètre, ce qu'on appelle la CAD mobile, hein, j'en ai déjà parlé. On va dire, c'est une bobine en gros dans un aimant, hein, et puis bon, par les lois de la physique, quand on fait passer un courant dans la bobine, ça fait une force qui permet à cette bobine qui est mobile de se déplacer et d'entraîner une aiguille. Enfin voilà, bon, je mettrai en lien un truc qui explique bien ce que c'est qu'un galvanomètre. Alors, les galvanomètres sont souvent à la base de tous les appareils qui sont à cadre mobile, que ce soit des ampèremètres, que ce soit des voltmètres, que ce soit des wattmètres, des n'importe quoi. À la base, c'est un galvanomètre, et après, selon l'adaptation qu'on en fait en amont et éventuellement ce qu'on marque simplement sur, on va dire, l'échelle, ça on me fait une mesure de base. Mais on peut dire qu'à la base, un galvanomètre, c'est toujours quelque chose qui mesure, on va dire, un courant, et qui donc fait un déplacement de l'aiguille par rapport à un courant. Et on l'appelle aussi, enfin, galvanomètre dans la mesure où ça mesure, enfin, ça mesure plutôt des courants généralement faibles, voire très faibles. Après, ça n'empêche pas que on peut, comme on va le voir, en faire un ampèremètre qui peut mesurer jusqu'à des milliers d'ampères. Mais à la base, le galvanomètre, il est comme ça. Alors, on peut lui acheter tout fait, bien sûr. On peut aussi en récupérer. Et ce qui n'est pas toujours très clair, surtout quand on les récupère, c'est d'en connaître les caractéristiques. Surtout que ça peut être tout à fait trompeur. Voici par exemple un galvanomètre. Ce galvanomètre, tout ce qu'on peut voir dessus, là, il est noté 100 micro-ampères. Alors ça, c'est déjà sympa, parce que ça me dit que l'aiguille se déplacera complètement pour un courant de 100 micro-ampères. Et on va voir que déjà, avec ça, et éventuellement d'autres infos, on peut facilement l'adapter pour en faire, après, un voltmètre, un ampèremètre. On pourrait très bien imaginer que ça, on va voir, je peux le transformer en un ampèremètre qui m'afficherait de 0 à 10 ampères. Mais pas directement. Il va falloir lui rajouter, on va dire, on va voir un certain nombre de choses. Ici, on voit un autre modèle, alors qui a en même temps la particularité d'avoir un zéro central, et donc, selon la polarité, de se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Ici. Mais là, pour le coup, c'est typiquement un modèle où j'ai aucune info. On voit c'est de 0 à 1. Il y a, bon là il y a un truc, mais enfin on va dire ça compte pas parce qu'on va voir que c'est moi qui l'ai noté. Mais sinon, il n'y a absolument aucune info. Donc si je veux utiliser ce truc-là, c'est quoi ces caractéristiques? Il y a aucune chose de noter. Est-ce que c'est 0 à 1 volt? Est-ce que c'est 0 à 1 ampère? Est-ce que c'est 0 à 1 microvolt? On n'en sait fichtrement rien. Or, là, il existe des appareils dans lesquels il y a déjà des adaptations. Si ça se trouve, ce truc-là, c'est déjà un 0 à 1 volt ou à 1 ampère, mais j'en sais rien. Donc là, on va regarder, je vais vous montrer comment déjà mesurer un tel appareil pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et derrière, éventuellement, une fois qu'on connaîtra ses caractéristiques, comment l'adapter pour le besoin qu'on en a. Voici un autre modèle. Alors celui-là, il marque Alternating Current en volts et 0 à 150. Et encore une fois, si on récupère un truc comme ça, est-ce que je peux directement lui mettre 150 volts aux bornes? Et ça fonctionnera. En même temps, est-ce que je peux même lui mettre 150 volts alternatifs? Ou ce n'est que l'affichage? Et c'était prévu dans un appareil où avant, il y avait une adaptation pour le faire. Il faut quand même se méfier. Hein. On va voir aussi faire des mesures. Parce que si je mets directement 150 volts sur un truc qui n'est finalement qu'un galvanomètre comme ça va l'envoyer direct au paradis des galvanomètres. Et un autre exemple, hein, voilà, un vieil ampèremètre de récup, qui a priori va jusqu'à 10 ampères. Encore une fois, ce truc-là, est-ce que je peux faire passer 10 ampères dedans? Ou ce n'était qu'une partie d'un appareil avec un shunt externe, enfin une autre partie que je n'ai pas forcément qui permet de le voir. Donc ça, c'est pas forcément facile à voir, parce que là, il n'y a rien de noté. Ici, ça donne vraiment absolument aucune indication et ça aide pas pour le faire. Donc on va voir que l'idée c'est de toujours dire qu'à la base on part du principe que c'est censé être un galvanomètre comme ça, et puis si en faisant des mesures on voit que finalement il y a sans doute quelque chose d'intégré, et on peut y aller progressivement et faire ça. Donc voilà un petit peu, alors après il y en a plein de modèles hein, de toutes les sortes, mais voilà un petit peu les bases du problème.
Alors, on va faire un petit peu de théorie pour après regarder des exemples. Bon allez, je vais encore me le faire avec mon ardoise magique. Donc, comme on l'a vu, un galvanomètre, voilà, on peut le noter, pourquoi pas, G comme ça. Il est souvent polarisé. Hein. Bon, je sais qu'il y a des modèles qui fonctionnent aussi en alternative, enfin bon, c'est pas le but d'en parler ici. Et on peut le voir quelque part, voilà, comme une résistance, hein, quelque part, une résistance fixe, dont l'aiguille est proportionnelle au courant qui la traverse. On peut le voir comme ça. Donc, zéro courant, l'aiguille elle est à zéro, et puis selon le courant, si ça va se déplacer comme ça. Donc, pour définir un galvanomètre, il faut connaître la valeur de cette résistance, et connaître aussi, en fait, pour quelle valeur de I, on a le débattement pleine échelle. Voilà. C'est ça qu'il va falloir trouver. Après c'est très facile, parce qu'avec la loi d'Ohm, hein, je rappelle que c'est la loi bien connue U égale RI, si on a R, on a I, et on a U, c'est-à-dire la tension qu'il faut mettre aux bornes de cet appareil pour qu'il affiche quelque chose à la pleine échelle. Voilà. Alors maintenant, on peut aussi connaître U, et puis R, et puis voilà, on se rend bien compte que dans cette équation, si on connaît deux des termes, on pourra facilement en déduire le troisième. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un galvanomètre est fragile. C'est-à-dire que c'est un fil très très fin, souvent dans la bobine, et que si on fait passer trop de courant dedans, ça va l'endommager, ça va faire fondre le fil, hein, tout bêtement, et le couper. Voire, même si ça ne fait pas fondre aussi, passer d'un coup un courant trop fort, ça peut aussi carrément faire aller l'aiguille à fond et carrément la tordre. Enfin, ça peut aussi même l'endommager de façon mécanique. Alors, comment on fait pour connaître les caractéristiques d'un système inconnu? Alors, la méthode la plus simple consiste en premier à mesurer sa résistance. Et ça, généralement, ça les endommage pas avec et on va utiliser donc un ohmmètre, un mètre contrôleur, et ça va nous donner donc la résistance de la bobine. C'est une résistance que de l'ordre, généralement, enfin de 1, enfin c'est, on va dire c'est entre 1 et 10K généralement, c'est à peu près ça. Donc une fois qu'on a la résistance, rappelez-vous, donc je sais la résistance équivalente à cet appareil. Le fait de savoir ça, par contre, ça ne me donne absolument aucune indication sur le courant max, c'est-à-dire quel est le courant qui fait un débattement à la pleine échelle. Et ça, c'est assez facile à mesurer. Alors pour faire ça, on va faire quoi? On va mettre le galvanomètre en série avec un microampèremètre ou un ampèremètre connu, donc étalonné. Hein. Voilà. Et le tout en série avec, alors, on va voir que c'est une bonne idée de mettre une résistance ici, et une source de tension variable. Voilà, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire varier la tension, ou si mettons que c'est une tension connue fixe, et on fait varier ici la résistance, c'est pareil, hein, de telle façon à ce que on arrive au débattement à la pleine échelle. Au moment où on aura ce débattement à la pleine échelle, il suffira de lire sur celui qui est étalonné le courant, et on le connaîtra. Alors c'est très important ici de mettre une résistance. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, c'est fragile. Si par exemple on alime, très vite on peut dépasser le courant max et l'abîmer. En même temps, si on n'a pas d'alime variable, on peut tout à fait le faire en faisant varier ici la résistance avec un potentiomètre, mais dans ce cas-là, il faut mettre une résistance talon, parce que c'est pareil, si on arrive à 0, on va faire passer un courant très fort qui va le bousiller. L'idée de cette manip-là, maintenant, c'est de connaître donc le courant à la pleine échelle. Et voilà, ça donne cette idée-là. Une fois qu'on a ça, comme j'ai dit, on a la résistance, on a le courant, donc la tension c'est égal à la résistance par le courant. Et on a donc maintenant toutes les caractéristiques ici de notre galvanomètre. Alors maintenant, si on veut l'utiliser, comment on peut le faire? Alors, l'idée c'est que, voilà, soit on a une source de courant et on fait varier au maximum. Très souvent, les utilisations les plus fréquentes d'un galvanomètre,
c'est en voltmètre ou en ampèremètre quelque part. Alors, comment on va faire? Si on veut l'utiliser en voltmètre, on va avoir ici notre galvanomètre, sur lequel on va mesurer une tension V, qui doit bien sûr être supérieure ou égale à la tension qu'on a mesurée max du galvanomètre. On va l'appeler ici VG. Et souvent elle est supérieure, et on va mettre en série une résistance, voilà, qui va permettre de s'arranger pour que, à la tension max qu'on veut mesurer, je dis n'importe quoi ici, 100 volts, eh ben, on est bien aux bornes du galvanomètre la tension qui lui correspond au maximum, pourquoi pas 0,1 volt, hein, si on fait un exemple pratique, et ben il ne reste plus ici qu'à calculer cette résistance. Alors c'est quelque chose de très trivial en fait, une fois qu'on a ici les valeurs, la formule elle est très simple, hein, donc si ici on a VG le résistance, RG la résistance du galvanomètre, ça c'est la résistance qu'on cherche, voilà, et ici la tension V qu'on veut mesurer. On connaît aussi bien sûr le courant qui passe. Voilà. Donc l'idée c'est de perdre aux bornes de cette résistance une tension qui va être égale à V moins VG. Voilà. Ça c'est la tension qu'on veut avoir aux bornes de la résistance. Hein, et R c'est U sur I divisé en fait par le courant qu'on veut passer. Donc le I max du galvanomètre. Et ça, ça va nous donner la valeur de cette résistance ici. C'est vraiment aussi simple que ça. On voit que c'est l'application de la loi d'Ohm. Alors, après, bien sûr, souvent c'est quelque chose d'assez pointu. Donc, on va éventuellement rendre une partie de cette résistance-là ajustable, si on veut vraiment de la précision, pour qu'on puisse vraiment régler ça au quart de poil, si on veut. Et on peut aussi voir qu'à la fin, la résistance on va dire l'impédance quelque part de ce voltmètre, eh ben, elle sera égale à celle du galvanomètre plus de cette résistance-là. Et on verra que cette résistance-là, souvent, elle est quand même assez élevée. Elle est d'autant plus élevée que IG est faible, ce qui permet d'avoir des voltmètres qui perturbent peu la mesure. Et ça, pendant très longtemps, il ne faut pas oublier que les simples appareils de mesure qu'on avait, on ne connaissait pas le numérique, c'était toujours fait comme ça à base de galvanomètre. Donc voilà, on voit que grâce à cette formule, c'est très très simple de transformer après n'importe quel galvanomètre en voltmètre. Pour le transformer en ampèremètre, là c'est le principe du shunt. L'idée c'est de mettre une résistance ici de shunt et de mettre en parallèle dessus le galvanomètre, de telle façon à ce qu'il indique ici le courant max qui passe dans ce qu'on veut mesurer. Alors très souvent, dans le cas les plus fréquents, le courant ici qu'on veut mesurer est très fort par rapport au courant du galvanomètre ici. Donc on ne le met même pas, on va dire, dans l'équation. Et ici, le calcul, il est aussi trivial hein, pour le shunt. On a vu qu'en pleine échelle, ici, dans le galvanomètre, il y avait une déviation pour une tension de V galvanomètre. Ce qu'on veut calculer, c'est le shunt. Et donc, RS, c'est égal à cette tension, divisé par le I max qu'on veut mesurer. Et ça va nous donner, ici, la valeur du shunt, qui, généralement... pareil, on cherche à ce qu'il soit pour le coup le plus faible possible pour ne pas perturber ici le courant mesuré. Hein. Donc on cherche à avoir des shunts faibles, ce qui veut dire d'avoir ici des galvanomètres sensibles quelque part. Ne pas oublier qu'on fait un shunt aussi de s'assurer que la puissance dissipée dans le shunt est compatible. Hein. Mais avec ça on peut mesurer, pourquoi pas, 1000 ampères, hein. C'est pas forcément gênant. Et voilà donc les deux utilisations principales. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, après, le truc est de savoir, c'est que des fois, ce shunt, il est intégré dans l'appareil, ou des fois, il doit être externe. Et de même que dans le cas du voltmètre, la résistance en série, elle peut être intégrée dedans, ou externe. Donc voilà la théorie. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à un peu de pratique. Alors, attaquons déjà avec ce modèle. Hein. C'est vraiment le cas, justement, typique, où on sait rien de ce modèle-là. Ici, donc, comme je l'ai dit, le plus simple est de mesurer déjà la résistance. Donc, pour ça, on va prendre un contrôleur. Alors, bien sûr, plus le contrôleur en question, enfin, le mètre, on va dire, sera précis, enfin, plus la mesure sera précise. On va le brancher, voilà, dessus, et le mettre en mode ohmmètre. Alors là, on peut voir un truc qui est intéressant, hein, c'est que le fait de le mesurer déplace l'aiguille. Bah oui, c'est normal, ça fait passer un courant dedans. Et alors, c'est pareil, éventuellement, dans cette méthode-là, ce qu'il faut se méfier, c'est rare, mais qu'il y a certains galvanomètres hyper sensibles, à la limite, le courant de mesure peut éventuellement les endommager. Bon, enfin, c'est quand même assez rare, on va dire, dans le tout venant, c'est pas comme ça. À la limite, ce qu'on peut faire,
avant, c'est mettre une résistance en série pour regarder justement si vraiment ça dépasse pas. Mais enfin bref, ça sort un peu du cadre. Donc ici, si je mesure ça comme ça, eh ben, je peux voir là, sur mon multimètre, que la résistance elle est de 1,483 kΩ à peu près. Donc ça, c'est déjà la première indication, et donc ça me permet de la noter ici. Donc maintenant, bah, on va faire la manip de tout à l'heure, c'est-à-dire on va mettre le multimètre en mode ampèremètre, voilà, et on va le mettre en série, donc comme je l'ai dit, avec l'appareil que l'on veut mesurer. Le tout en série avec une résistance. Donc là, je conseille, moi, de partir généralement avec une résistance assez haute. Si on ne sait pas, à la limite, on peut partir voilà, déjà avec 50K généralement. Ça devrait le faire. Il y a les molos. Prendre une alim variable, par exemple, ici, et mettre au début 0. Et donc, on va brancher tout ça en série. Et voilà. Et maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à augmenter ici la tension et jusqu'au maximum. Voilà, ici où je vois que ça affiche 1. Et maintenant, bah, je vais regarder sur mon multimètre. Voilà, et je vois que sur mon multimètre, j'ai quasiment moins 100 microampères. Bon, après, ça dépend du sens où on le mesure. Enfin, là, le signe, on s'en fout. Et donc, ça fait 100 microampères. Ce qui n'est pas tellement étonnant, hein, c'est généralement une valeur assez connue. Et donc, bah, maintenant, j'ai cette info qui est, comme on l'a vu, nécessaire. Donc je peux même la noter maintenant pour plus tard ici. Donc en fait c'est un plus ou moins 100 microampères. Bah, maintenant bah, la tension qu'il faut aux bornes, hein, c'est facile à comprendre. Maintenant bah, c'est 1 volt 4 à 1 volt 48. Hein, vu que c'est le calcul. Et ben voilà, comme on l'a vu, maintenant j'ai tous les ingrédients pour pouvoir me calculer soit une résistance shunt, soit la résistance série à mettre avec. Et à ce moment-là, bah, ça ira ici. D'ailleurs, on peut le faire. Hein, appliquons justement cette formule. Mettons maintenant que je voudrais mesurer jusqu'à 10 volts, par exemple. En gros, la résistance qu'il faut mettre en série avec, c'est 10 moins 1,4 à peu près, hein, je ne rentre pas dans les détails, divisé par, donc on a vu 100 microampères. Ce qui me fait dans les 86K. Donc on va se mettre ici une résistance de 86K. Avec ce petit truc qui m'était fabriqué là de variable, voilà. Et voilà, et maintenant bah, on voit que ici, voilà, pour une tension de 10 volts à peu près, hein, encore une fois j'ai fait un calcul un peu à l'arrache, et ben je vais bien jusqu'à 1. Voilà. Donc, voilà, on voit que c'est quelque chose quand même d'assez simple. Alors maintenant, la suite, hein, donc là on a vu comment on pouvait déterminer facilement les caractéristiques d'un galvanomètre inconnu. Ici, bah là, dans un cas comme ça, j'ai déjà l'info, hein, celui-ci, hein, qui m'a été donné d'ailleurs par un... Je ferai sans doute bientôt une vidéo sur un colis de fan qu'on m'a envoyé, il y avait ça à l'intérieur. Et bah là, il y a déjà marqué 100 microampères, ça aide, mais il n'y a pas la résistance. Mais voilà, par exemple, je les mesurais, et ben maintenant, voilà, je connais la résistance, la tension. Mais sur un truc comme ça, complètement inconnu, comment faire? Alors, bah là, en fait, on va faire exactement la même méthode. Et bon, on va pas le faire, mais enfin, en le faisant, je me suis très vite aperçu que l'aiguille ne bougeait quasiment pas. Donc, il y avait des grandes chances que la résistance en série était avec. Une fois que j'ai mesuré ça, et que j'ai vu que, je veux dire, j'avais pas de risque de le faire, j'ai directement, en effet, la branché sur une alim. Hein, alors déjà, on peut se mettre une limitation de courant quand même au cas où. Mais je me suis vite aperçu là que pour le coup, voilà, là, la tension affichée était bien égale à la tension de la lime. Et en même temps, c'est bien un alternatif parce que si je le renverse, on voit que ça marche. Ça veut dire que cet appareil, il est complètement autonome et il intègre tout ce qu'il faut, les résistances et machin, pour qu'il affiche réellement une tension de 0 à 150 volts. Donc là, je peux l'utiliser directement comme ça. Et là, pareil pour cet ampèremètre, bah là j'ai fait le même système, hein, et je me suis vite aperçu que, pareil, le shunt, en fait, il est dedans. Hein, parce que d'ailleurs, enfin, il y avait un indice ici, on voit qu'il est ajouré. Généralement, c'est justement pour que ça puisse refroidir. Alors, est-ce que le shunt est dedans, ou ce qui arrive des fois, c'est qu'il n'y a pas de shunt, mais la bobine, elle est directement calculée pour faire passer 10 ampères. Un galvanomètre,
des fois, c'est un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas la bobine qui est mobile, c'est un aimant. Enfin bref, toujours est-il qu'à la limite, on se fout comment c'est fait, mais là, on se rend compte que cet ampèremètre, c'est pareil, il affiche directement 0 à 10 ampères et tout est intégré. Donc je peux directement le mettre en série ici avec une charge et l'utiliser. Et là, en faisant une mesure 4 fils, parce que c'est une résistance faible, je peux aussi quand même en déduire sa résistance. Voilà pour cette vidéo, encore un petit peu longue, hein, je suis désolé, mais je pense que c'est quand même intéressant. Alors, on pourrait même se poser la question de se dire, est-ce que les galvanomètres, en 2019, dans ce monde de microcontrôleurs, d'OLED et tout ce qu'on veut, ça a encore un sens? Et à mon sens, oui. Pourquoi? Parce que, moi personnellement, je trouve qu'il y a certaines mesures qui sont quand même encore bien meilleures avec un galvanomètre. Le meilleur exemple, c'est sur une alimentation. L'alimentation que j'utilise le plus, c'est une alimentation dont le courant est affiché par un galvanomètre. Pourquoi? Parce que c'est très important, je pense, de voir que, avec un peu d'habitude, on peut voir si l'aiguille elle tremble un petit peu, si elle fait un pic, un truc comme ça, un truc qu'on ne verra jamais avec un affichage digital. L'affichage digital, il donne de la justesse, hein. Ok, il va nous donner une mesure qui est bien meilleure, à la limite au millivolt près d'un coup d'œil, alors que sur un truc à aiguille, c'est pas forcément évident, puis il y a une histoire de parallaxe et tout ça, donc voilà, c'est au niveau de la justesse, de la facilité de mesure, le numérique c'est top, mais au niveau dynamique, avoir aussi une idée de la proportionnalité, il y a rien qui remplace un galvanomètre. Tout dépend du besoin qu'on a. Mais personnellement, voilà, moi je trouve que pour certains trucs, c'est bien. Alors maintenant, dans bien des cas, maintenant, on peut aussi se permettre, pourquoi pas, d'avoir les deux. Où là, on a, je veux dire, le meilleur des deux mondes. Et c'est plutôt sympa. Comme beaucoup, j'ai la chance d'avoir 4 jours pour pouvoir ranger un peu, bricoler. Enfin, j'ai plein de trucs à faire. Et puis, sympathique internaute, là, qui m'a envoyé aussi un colis avec plein de trucs sympas. Donc je pense que je vais vous faire une ou deux petites vidéos parce qu'il y a à l'intérieur de ce colis des trucs qui, à mon avis, méritent un petit peu une présentation. Autre chose, je viens de voir que ma chaîne, j'ai dépassé les 25 000 abonnés. C'est en progression constante et vraiment, ça me fait plaisir et ça m'encourage, je veux dire, à continuer. Donc merci à tous de votre fidélité et j'espère que je pourrai continuer encore longtemps parce que j'ai encore beaucoup de trucs à vous dire, le domaine de l'électronique, comme on peut le voir. C'est super vaste, et puis voilà, toujours aussi vous montrer des appareils, des trucs, c'est vrai que ça me prend du temps, mais d'un autre côté. De partager ça avec vous, c'est un vrai plaisir. Tiens, monsieur Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un truc que tu comprends pas bien, il y a plein de choses que tu comprends pas bien, Momo. C'est quoi ton problème? Tu ne comprends pas bien la notion de contexte. Je vais essayer de trouver un exemple. Tiens, regarde, prends cette phrase, d'accord? Elle est froide, mais une fois qu'on est dedans, elle est bonne. Si je te dis ça à la plage, c'est une phrase plutôt sympa. Et imagine que je te la dise à la morgue. Rigole pas. Enfin, je pense qu'au moins l'exemple est clair. Que le grand Quadrus Mobilis bouge vos aiguilles et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.